Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode consacré au télescope spatial James Webb. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, le télescope James Webb est entré, ça y est arrivé sur le point de Lagrange, en réalité est entré dans la mise en orbite autour de ce point de Lagrange. Après une rétropropulsion pendant 5 minutes le 24 janvier dernier, ça y est, le télescope James Webb est en train de s'inscrire sur son orbite. Alors je vous ai posé effectivement dans l'espace commentaire, je vous ai demandé posez-moi vos questions à propos du télescope James Webb. Vous avez été très nombreux à me poser d'énormes questions et on ne va pas pouvoir tout traiter dans un seul épisode. Donc aujourd'hui je vous propose de voir ensemble véritablement c'est quoi ce point de Lagrange. Alors on parle de points de Lagrange qui sont stables, des points de Lagrange qui sont instables et comment ça se fait qu'on va aller placer le télescope spatial James Webb sur un point de Lagrange instable et comment on va faire justement pour se stabiliser. En réalité, quand vous regardez les différents diagrammes et schémas que vous trouvez sur internet, eh bien on voit des flèches dans tous les sens, on ne comprend absolument rien, surtout que quand on regarde L4 et L5, on voit des flèches qui vont vers l'extérieur et on nous dit pourtant ils sont stables. Alors je vous propose effectivement un épisode qui va être à la fois un petit peu complexe et je vais essayer de vous donner la bonne compréhension pour vous aider à comprendre comment fonctionnent ces points de Lagrange et du coup comment ça se fait que notre télescope spatial James Webb va évoluer comme ça sous une forme d'ellipse finalement autour de ce point de Lagrange avec finalement son bouclier qui sera toujours orienté vers le Soleil, la Terre et la Lune puisque l'objectif c'est de se préserver de toute cette lumière et de cette chaleur parasite. Et donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Le 24 janvier 2022, le télescope spatial James Webb est arrivé au point de Lagrange, sa destination finale, après une mise à feu de ses moteurs durant 5 minutes. Le Webb n'est pas le premier à s'y rendre, et il ne sera pas le dernier. Il a en effet été précédé par le télescope Wilkinson Microwave Entropy Probe, le télescope Spitzer, le télescope Herschel, le télescope Gaia, toujours en activité, et il sera rejoint en 2023 par le télescope Euclide, et en 2027 par le Nancy Grace Roman Telescope. Mais ces points de Lagrange ont quelque chose d'insaisissable. Comment comprendre ces schémas qui circulent sur le web? Ils ont cette capacité à nous vriller le cerveau, tant il n'est pas trivial de comprendre comment un point vide dans l'espace peut offrir une stabilité pour permettre d'y placer des télescopes spatiaux. Aujourd'hui, je vous propose donc de comprendre, enfin, les mystères des points de Lagrange. Commençons par parler un peu de la gravitation, cette force invisible qui fait que les corps s'attirent entre eux et qui permet l'émergence d'un système solaire. Dire que les corps s'attirent l'un l'autre, c'est la conception de Newton, mais dans la conception d'Einstein, en réalité, la présence d'une masse déforme l'espace-temps. Un objet envoyé sur sa propre lancée, en réalité, évolue en ligne droite, mais si l'espace-temps est déformé par la présence d'un autre objet, à ce moment-là, l'espace dans lequel il va évoluer est déformé et sa trajectoire sera courbe. Mais en réalité, on doit considérer qu'il évolue en ligne droite. Donc tous les corps dont nous allons parler dans le cadre de notre système solaire et de cette analyse sur les points de Lagrange sont en réalité des points en chute. Un satellite en orbite autour d'une planète, par exemple, ou une planète en orbite autour du Soleil, est en réalité en chute libre permanente. Mais la vitesse est suffisante, la lancée est suffisante pour rester sur une seule et même orbite à une distance constante de l'astre initial. Alors je vous propose une petite expérience, ici présentée par le club astronomique de la région lilloise. Nous allons placer sur une toile élastique une masse qui simulera le Soleil et faire tourner des billes autour. Elles représenteront les planètes. Et vous pourrez constater que celle qui se trouve au plus proche du Soleil tourne plus vite. Et c'est ce que nous explique la troisième loi de Kepler. Plus on est proche, plus on tourne vite. D'ailleurs, je vous avais montré ce phénomène avec la trajectoire de l'astéroïde 2010 SO16 dans mon épisode sur les deuxièmes lunes de la Terre. Cet astéroïde évolue comme sur un fer à cheval sur une orbite synchronisée avec la nôtre. Quand il est plus proche de la Terre, il nous rattrape. Puis notre attraction l'accélère. Il est alors plus loin que nous. Donc, il devient plus lent. Et c'est nous qui allons le rattraper pour le freiner. Et il sera à nouveau plus proche du Soleil.
Je sais, c'est totalement dingue, et tout ceci se passe sur une période de 175 ans. Alors vous allez me dire, nous sommes ici pour parler des points de Lagrange. Alors, allons-y. Notre objectif est simple, tourner autour du Soleil avec la même vitesse angulaire que la Terre, ceci dans le cas du James Webb afin de rester derrière elle et de pouvoir avoir la Terre, la Lune et le Soleil du même côté du télescope. Alors quelle définition donner au point de Lagrange? Tout simplement, quand vous avez un premier corps massif, un deuxième corps en orbite autour de lui, et bien un troisième corps, mais de masse négligeable par rapport aux deux précédents, va pouvoir se placer sur ces points de Lagrange et évoluer en synchronisation avec le deuxième corps autour du premier. Gardez à l'esprit que dans cette analyse des points de Lagrange, tout le système est dynamique. Le fait d'être en rotation crée finalement une force centrifuge et donc c'est ça qui vient créer cette possibilité d'éjection à l'extérieur et en même temps cette possibilité justement de plateaux qui vont permettre justement une stabilité dans les points de Lagrange. Mais les règles de navigation orbitale, si on faisait abstraction du deuxième corps qu'est la Terre, demeurent. Donc on est aussi en orbite autour du Soleil et on pourrait avoir les possibilités de partir sur des orbites un petit peu elliptiques, etc. Donc voilà, on surfe entre deux notions et on est sur des équilibres instables. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, mais moi je trouve ça passionnant. Prenons maintenant la représentation de l'espace-temps, mais faisons une soustraction. Celle de la force centrifuge qui correspond à une vitesse circonférentielle d'1 an. Vous constaterez que la Terre se trouve à la bonne distance du Soleil et cela est normal. Si vous vous trouvez à une distance inférieure, où la période de révolution est censée être plus rapide selon la loi de Kepler que nous avons vue tout à l'heure, vous tomberez vers le Soleil, car votre énergie cinétique est insuffisante. N'oubliez pas que nous sommes en rotation autour du Soleil. Dans le sens inverse, si vous vous trouvez plus loin, la position est intenable également. Votre énergie cinétique est trop élevée, sauf à utiliser des moteurs pour compenser l'attraction insuffisante du Soleil finalement pour vous faire tourner autour de lui-même en 1 an à cette altitude, vous serez éjecté. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on tombe? Pourquoi est-ce qu'on est éjecté? Alors qu'on a vu qu'il était tout à fait possible d'avoir une planète en orbite autour de notre Soleil, comme Mars, Jupiter, Saturne, c'est-à-dire à une orbite plus éloignée que celle de la Terre. Alors bien évidemment c'est possible, mais pas avec une période de révolution d'1 an. Si on voulait avoir une période de révolution d'1 an avec une distance supérieure que celle de la Terre, eh bien il faudrait que le Soleil soit clairement plus massif, finalement, pour déformer encore plus l'espace-temps et donc courber encore plus la trajectoire de notre planète en révolution autour du Soleil. Et donc effectivement, indirectement, le point de Lagrange L2, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, et bien quand on va additionner la masse du Soleil et la masse de la Terre, et bien on peut évoluer à 1,5 million de kilomètres plus loin et pourtant tourner avec une période d'1 an, et c'est exactement l'objectif que nous avons. Et c'est là que les points de Lagrange entrent en jeu. Il existe 5 points où un relatif équilibre existe. En fait, sur cette modélisation tridimensionnelle finalement de l'espace-temps, ce sont les 5 points où vous trouverez une espèce de plateau. Les 3 premiers ont été calculés par le mathématicien suisse Leonhard Euler. Les 2 suivants ont été calculés par le mathématicien italien Joseph Louis Lagrange. Ils sont dits stables et un objet peut y séjourner beaucoup plus longtemps. Par abus de langage, ces 5 points sont en réalité appelés points de Lagrange. Donc ces points de Lagrange L4 et L5 sont le lieu des fameux troyens. Ils sont alternativement plus rapides et plus proches du Soleil, et plus lents et plus lointains que la planète avec laquelle ils tournent. Cette planète viendra donc les accélérer s'ils la rattrapent, ou les ralentir s'ils la devancent, comme nous l'avons vu avec 2010 SO16. Donc les points de Lagrange L4 et L5, en vérité, ils sont pas véritablement stables. Ils ne sont stables que parce que le système est dynamique. Et à partir du moment où ils sont dynamiques, eh bien, il y a ce principe justement de rotation
de nos astres autour des points de Lagrange, donc avec une alternance de phases où on est un peu plus proche du Soleil et de phases où on est un petit peu plus lointaine, et donc en fait c'est un déséquilibre mais stable, et donc c'est pour ça qu'ils deviennent véritablement stables. Donc je vous mets à côté de moi effectivement l'exemple là d'un des quasi-satellites de la Terre pour bien comprendre. Les Troyens sont à la fois en orbite autour du Soleil mais avec une synchronisation liée au deuxième astre, donc en l'occurrence par exemple la Terre ou Jupiter quand c'est le cas de Jupiter. Et donc effectivement c'est un peu bizarre, il faut se projeter dans les deux référentiels, et là on arrive un peu à mieux comprendre le phénomène. On notera que les points L4 et L5 ne sont stables que si le deuxième corps, ici donc la Terre, n'est pas trop important vis-à-vis du premier, car les pics L4 et L5 deviennent trop abrupts. Si la masse du deuxième corps est supérieure à 1/20 de celle du premier, ils ne sont plus stables. Revenons à notre couple Terre-Soleil. Il est donc en rotation sur une période d'1 an et les points de Lagrange tournent en synchronisation avec lui. En fait, lorsque l'on a deux masses importantes en rotation, une troisième de masse négligeable peut user des points de Lagrange pour évoluer avec elle. Le point de Lagrange L1 est le point où les attractions entre la Terre et le Soleil s'équilibrent parfaitement. L'idéal pour observer l'un ou l'autre. Mais dès que l'on se rapprochera un peu trop de l'un ou de l'autre, on risque de tomber vers lui. Il est instable. Il nous faudra corriger régulièrement notre trajectoire. En revanche, il répondra aux mêmes lois que le point L2 pour certains critères de stabilité selon deux axes que nous allons voir ensemble. Le point L2 est le point où les attractions de la Terre et du Soleil s'additionnent. Il est alors possible de tourner autour du Soleil en un an, tout en étant situé 1,5 million de kilomètres plus loin que la Terre. Essayons de comprendre. Selon l'axe X, si le James Webb prend de l'avance, il sera attiré en arrière par le couple Terre-Soleil. Et s'il est en retard, il sera attiré vers l'avant. On est stable sur cet axe. En fait, Lagrange nous explique que nous sommes face à deux pentes et que ces pentes nous ramènent vers le point de Lagrange. Et il en est de même pour l'axe Y. Le couple Terre-Soleil ramènera notre satellite sur le plan orbital de la Terre. En revanche, sur l'axe Z, il n'est pas plus stable que le point L1. Et c'est là que nous pouvons comprendre pourquoi il décrit une sorte d'ellipse autour du point de Lagrange. En s'écartant d'une distance d'environ 374 000 km, il sera ramené naturellement vers le point de Lagrange, parce que l'on pourrait qualifier donc de pente. Reste donc l'axe Z. Un peu plus compliqué, mais en fait, on va arriver à comprendre. Si on se stabilise juste avant le point de Lagrange, il nous suffit de donner quelques coups de propulseur de temps en temps pour ne pas retomber vers la Terre. Et c'est tout bénef pour le James Webb. Il n'a aucun propulseur du côté extérieur. Les trois propulseurs sont dirigés, avec trois angles différents, vers la Terre et le Soleil. Le James Webb va donc donner quelques coups qui viendront à la fois entretenir son mouvement circulaire selon les axes X et Y dont nous avons vu qu'ils étaient stables. Le James Webb sera ramené selon ces axes-là vers le point de Lagrange, mais à la fois pour remonter un petit peu selon l'axe Z. Que se passerait-il si on va un peu trop loin? J'ai l'impression que c'est possible. Je vous avoue humblement, c'est un point que je n'ai pas complètement réussi à comprendre. Mais j'ai l'impression que c'est possible dans une certaine mesure. Quand on a une poussée selon l'axe Z, l'orbite devient naturellement elliptique. Donc, à un moment donné, on devrait revenir. Même si on reviendrait un petit peu en arrière selon l'axe X. Or, comme nous l'avons dit, nous avons des fameuses pentes qui nous ramènent vers le point de Lagrange selon les axes X et Y. Donc en toute logique, on devrait retomber sur nos pattes si on ne va pas trop loin. Mais bon, nous n'y sommes pas encore. Le James Webb est a priori arrivé à la bonne position jusqu'à présent, tout va bien. Et si j'ai bien compris ce schéma, nous en saurons plus sur la bonne insertion du point de Lagrange L2 à 109 jours après le lancement. Et ça, ce sera une toute autre histoire et on en reparlera sur la chaîne.
Alors maintenant que nous avons vu effectivement le point de Lagrange L2, parlons juste quelques instants du point de Lagrange L3. Le point de Lagrange L3 eh bien, fonctionne avec les mêmes principes d'équilibre et de déséquilibre par rapport au Soleil. Il est à noter qu'il a une distance un tout petit peu différente que la distance de la Terre au Soleil. Il est instable finalement selon l'axe Z, il est stable selon les axes X et Y, mais peu stable dans la mesure où en fait les deux pentes qui viennent stabiliser sont très peu pentues. Donc en réalité, on n'est pas véritablement stable. Il faut bien comprendre aussi que les différents corps sur les points de Lagrange, là on est dans un modèle théorique avec simplement 2 corps. Mais si vous avez un 3e, un 4e corps comme Mars, Jupiter, Saturne, et bien là on va introduire des instabilités beaucoup plus importantes et donc voilà, clairement il n'est pas toujours évident, même par exemple la Terre n'a pas forcément énormément d'astéroïdes troyens sur les points de Lagrange L4 et L5 à cause justement de l'influence prépondérante de Jupiter. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé, vous aura aidé à un peu mieux comprendre et percevoir le principe de ces points de Lagrange et donc mieux comprendre finalement l'orbite du télescope spatial James Webb. Il reste énormément de questions que vous m'avez posées. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain justement sur un nouvel épisode et on va continuer à répondre à vos différentes questions. Puis on va parler aussi un petit peu de la suite de la mission du télescope spatial James Webb. Il y a encore beaucoup d'épisodes à venir, ne vous inquiétez pas, sur le James Webb. Donc en fait, vous avez compris, là on est sur un rythme avec un épisode astronomie, pratique astronomie amateur et un épisode James Webb chaque semaine. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à en parler autour de vous, à vous abonner donc si ce n'est déjà le cas. Et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro et n'hésitez pas à me poser vos questions dans l'espace commentaire. Merci, au revoir.